Nous sommes le lundi 31 août 2020. Bye bye aux Haussiens. Demain, nous accueillons les septembristes. Et nous sommes heureux de vous retrouver sans doute très nombreux au bout des ondes. Vous qui nous écoutez sur Canal FM ou encore sur les ondes des radios partenaires. Radio Lumière à Neho, Radio Courtoisie à Dapaon, Radio Daoul à Bassa, Radio Sama FM en pays, Naouda à Niamtougou, Radio Centrale FM à Sokode. Nous n'oublions pas ceux qui nous écoutent au sein de la diaspora sur les 5 continents grâce aux médias partenaires. J'ai nommé Radio Gameli, Ebene Radio, sans oublier l'application de Canal FM. Comment ne pas remercier les techniciens qui transportent nos voix depuis le studio jusqu'à vos oreilles. Aujourd'hui, Victor Bekokou, Michel Tomenga et Giro Dakuta. Et au menu du Club de la Presse, encore et toujours la riposte à la pandémie du nouveau coronavirus. Nous allons partager avec vous des réalités sur le terrain, mais nous allons surtout aborder la riposte sous l'angle du conseil scientifique et des chercheurs en médecine traditionnelle. Naturellement, il y aura d'autres sujets de l'actualité tels que les médias l'ont traité aujourd'hui. Alors, pour débattre de tout ça, Alirou Morou Tchakala, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Canal FM. Et je me reconnais septembriste. Ah, donc la fête sera belle. Ouais, très belle. Le deuxième confrère est en train de nous rejoindre. Lui, c'est Didier Assogba de Togo Breaking News. Bonjour Didier. Bonjour Sas, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM. Et bonjour évidemment à mon aîné, Alirou Tchakala en studio. Et salut également nos deux invités aujourd'hui. Eh bien, comment est-ce que les scientifiques togolais organisent la riposte à ce virus? Pour en parler, nous avons professeur Didier Kouevi. Bonjour professeur. Bonjour Sas, bonjour aux éditrices et aux auditeurs de Canal FM. Professeur Ekouevi qui est un habituel de ce studio, mais nous l'invitons aujourd'hui en sa qualité du président du conseil scientifique. Nous en parlons beaucoup, nous avons l'honneur de l'avoir en personne aujourd'hui. Et à ses côtés, un autre enseignant-chercheur, docteur Kofi Kourouvo. Bonjour. Bonjour Sas. Eh bien vous, professeur Kourouvo, vous êtes le point focal au Togo du programme thématique de recherche pharmacopée et médecine traditionnelle africaine du CAMES. Merci à vous, les confrères et les invités. Nous venons à vous juste honorer cette tradition. C'est une pensée du jour qui dit tout simplement que les mains salies par le travail ont l'odeur de la dignité. Les mains salies par le travail ont l'odeur de la dignité. Lorsque notre auditrice a partagé ça avec moi, Didier, j'ai pensé tout simplement aux mécaniciens. Ceux qui nous réparent les pneus crevés, ceux qui ont toujours la main dans le cambouis, ils sont rarement propres, pour ne pas dire qu'ils portent toujours des habits sales, leurs mains sont sales, mais ces mains salies par le travail ont la dignité d'abord de réparer nos engins et surtout de rapporter de l'argent à la maison pour leurs épouses et leurs enfants. Et naturellement, au-delà des mécaniciens ou des vulgarisateurs ou bien d'autres corps de métier, je pense que le travail même anoblit l'homme. Et en tant que tel, tous ceux qui sont travailleurs sont des personnes et des personnalités dignes, d'abord par ce qu'ils font et ce que le travail qu'ils font leur apporte. Si vous prenez nos parents qui sont dans les localités les plus reculées, dans les villages, et qui sont en train de cultiver, de travailler la terre, vous imaginez comment est-ce que des gens sont certaines fois dans la boue pour faire les buts, pour planter, pour mettre l'igname, et même pour semer. Vous imaginez les poussières, la boue que des gens ont à endurer avant de pouvoir produire tout ce que nous mangeons ici sur place à Lomé avec nos habits certaines fois propres. Et certaines fois, c'est pas que des gens sont dans des habits propres, mais le travail qu'ils font aussi, le travail là, les salisse. Certaines fois, nous-mêmes, journalistes, on sait de quoi il s'agit. Vous battez, vous endurez pour produire du bon.
et c'est ce que vous avez fait qui vous salit certaines fois. Et donc le travail, oui, vous avez les mains sales, vous avez certaines fois les habits sales, mais ce qu'on retient, c'est d'être digne, de ressentir cette dignité. Les mains salies par le travail ont l'odeur de la dignité. Juste pour nous rappeler, Alirou, vous vous rappelez la devise du Togo? La devise du Togo. Absolument. C'est travail, liberté, patrie. Travailler pour conforter la liberté dans la patrie. Comme pour dire, nos parents, ils étaient vraiment inspirés. Sans transition, l'agenda de la semaine. Nous retenons 2 activités principalement. Alirou, Tchakala, c'est demain que nos députés reprennent du travail. Demain, mardi 1er septembre, c'est l'ouverture de la session ordinaire à l'Assemblée nationale, consacrée principalement au budget 2021. Mais nous apprenons que à l'ordre du jour, il y aura également d'autres textes en instance à programmer, dont l'identification biométrique des personnes physiques au Togo. Rentrée parlementaire numéro 2 pour nos députés aujourd'hui. Oui, je crois que la récréation a assez duré pour ces élus du peuple. Il y a de grands enjeux sur le terrain et il va falloir quand même qu'ils quittent vite ce libertinage dans lequel ils se confinent pour aller toucher du doigt certaines réalités au niveau de l'hémicycle. Quand on parle du budget, je crois que c'est une très bonne chose que le budget atterrisse à l'hémicycle un peu plus tôt, pour que les députés puissent voir ce qu'il faut faire, les amendements, et puis, si possible, voir les orientations à donner pour la session budgétaire prochaine. Donc, je crois que c'est bon, ils ont beaucoup de choses à faire, ils ont beaucoup de choses à réaliser, et vivement qu'ils soient bien inspirés et que le travail qu'ils auront à rendre soit la copie parfaite des réalités que nous vivons. Ce que dit Tchakala est pertinent. C'est vrai que les députés reprennent leur session demain, principalement pour débattre du budget, mais encore que le gouvernement leur fasse parvenir le projet de budget et à temps. Pour ne pas dire, Didier, que on a constaté de par les années passées que le gouvernement a transmis trop tardivement le projet aux députés qui avaient certainement manqué de temps pour regarder derrière chaque ligne avant d'adopter le budget. Et ce qui explique généralement les collectifs budgétaires auxquels on procède dans les années qui suivent. Mais fondamentalement, ne soyez pas surpris qu'on soit dans le même schéma encore cette année. Déjà que le gouvernement ou le nouveau gouvernement, c'est selon, n'est pas encore en place. Il faut attendre que le ministre de l'économie et des finances soit confirmé et qu'il collecte tous les budgets programmes selon le programme budget UOMOA que le Togo, à ce programme-là que le Togo s'est souscrit depuis quelques années, que le ministre arrive à collecter les budgets programmes des autres départements pour le compiler en budget de l'année pour l'État. Et donc, vous voyez, ça va être compliqué. Il faut compter jusqu'en octobre, jusqu'à fin octobre, début novembre, pour que ce budget-là soit adopté en Conseil des ministres et transmis à l'Assemblée nationale. Et donc, les députés seront généralement devant le fait accompli et n'auront pas le temps pour parcourir ce document des milliers de pages pour entrer au fond et trouver le bon. Donc moi, je ne serais pas surpris que les députés soient acculés et adoptent finalement ce budget-là, presque en catastrophe, vers fin décembre, Didier, pour nous pousser dans la nouvelle année. J'espère sincèrement que le gouvernement va démentir votre pessimisme. Évidemment, le gouvernement commence d'abord par confirmer ou à former un nouveau gouvernement. Et ça peut-être démentirait l'analyse que je fais, mais je ne serais pas surpris que les choses se fassent peut-être pire cette année que les années d'avant. Encore une fois, je partage ma foi que le gouvernement va démentir votre pessimisme et transmettre à temps le projet de budget aux députés afin que les 91 qu'ils sont, ils aient suffisamment le temps de lire le projet, de l'étudier avant de l'adopter. Oui, Tchakala? Non, c'est juste dire que depuis quelque temps, il y a un léger mieux. Je crois que au niveau de l'économie et des finances, on s'y prend un peu tôt
Avant, quelques années en arrière, c'est à la veille, le 31 décembre, que on confine les députés là-bas et ils sont obligés de sortir de cette salle en adoptant la loi du budget. Mais depuis quelque temps, il y a un léger mieux. Mais au-delà de cette adoption-là, il va falloir quand même qu'ils passent au peigne fin le budget antérieur. Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce que les lignes ont été respectées? Mais il y aura de grands réaménagements par rapport à tout ce que nous avions connu. La pandémie où les caisses se sont asséchées. Donc, il va falloir qu'on réadapte. Donc, ne soyez pas sûrs si on a revu à la baisse et le budget, parce que déjà la semaine dernière, nous donnons l'information que le gouvernement a déjà procédé à un correctif budgétaire, parce que la grande partie du Fonds de solidarité nationale va être supporté par le budget national jusqu'à hauteur de 57%, sans oublier que l'activité économique connaît une récession, tout un ensemble de nouvelles pas très agréables que et le gouvernement et l'Assemblée nationale devraient considérer avant d'adopter le budget 2021. Pour ajouter à ce sujet, vous avez écouté le ministre de l'économie et des finances qui a évoqué une éventualité de révision du PND et de son actualisation à la situation actuelle. Donc ça va être vraiment un travail assez acharné, assez acculé. Si je dis qu'on pourrait accuser quelques retards pour l'adoption de ce budget-là, ce n'est pas pour jouer à l'oiseau de mauvais augure, mais c'est par rapport à un certain nombre de réalités sur le terrain qu'on compile et qui permettent de faire ces analyses. Deuxième rendez-vous dans l'agenda de la semaine. Didier, vous avez passé votre BPC en quelle année? Je l'ai passé en 2004. Vraiment un petit. Eh bien, c'est demain que s'ouvre l'édition 2020 de l'examen du BEPC. Espérons que le BPC va apporter autant de bonheur dans les familles que le CPD. Le CPD, dont les résultats ont été proclamés la semaine dernière, affiche un taux de réussite de 89,7% par rapport à 78,54% il y a un an. Comme nous avons des filles et des enfants des filles, des garçons qui ont passé le bac 1, le BPC, le CPD, le bac 2. Souhaitons qu'il y ait du sourire sur les lèvres cette année. Mais on ne va pas trop épiloguer là-dessus. Mais nous allons nous transporter dans le Togo profond et nous intéresser à de petits enfants, les enfants d'école primaire. Vous savez que quand vous passez le CPD, on vous demande une pièce essentielle, l'acte de naissance, que tous les enfants togolais n'ont pas malheureusement. Dieu merci, il y a de bonnes volontés qui se portent au secours de ces enfants. Il en est ainsi d'une association, la Jute, qui vient de financer l'établissement de plus de 700 actes de naissance aux élèves démunis des écoles primaires de la région des Savanes. C'est une information que je lis chez vous, Tchakala. Oui, il faut féliciter l'association des jeunes pour l'Union des Togolais qui a eu le mérite de poser un tel acte. Et vous savez, souvent quand certains enfants naissent, ils n'ont pas cette chance-là à cause de la négligence de certains parents de ne pas déclarer leurs enfants. Et maintenant, quand leur sonne de s'inscrire ou bien de passer le premier examen de grande envergure qu'est le CPD, vous voyez, on court à perdre à haleine et certains font une hypothèque l'avenir des enfants en ne parvenant pas à le faire à temps. Donc l'enfant ne pourra pas passer cet examen. Donc il y a la Jute dont le président est Benjamin Larrey, qui est conscient de cette situation qui prévaut dans les savanes et a décidé de faire une inspection sur le terrain et de recenser certains élèves démunis qui sont dans ce besoin. Donc ils ont pu, avec les présidents de tribunaux, donner cette précieuse pièce à plus de 700 enfants. Donc ça veut dire que il a touché du doigt à quelque chose et les parents et certains enfants qui étaient dans le cas pourront maintenant se dire que tiens, nous y sommes. Donc ils pourront inscrire leurs enfants et ceux qui ont des examens, surtout le CPD à passer, pourront le faire dans l'absolue quiétude. Donc cette association qui joue sur le plan du développement, sur le terrain du développement, n'est pas à son premier acte. Il y a eu déjà à poser des actes sur le plan environnemental avec la mise sous terre de
de plus de 500 plans. Et à la survenue de la pandémie, la même association a eu aussi à apporter secours, assistance à certaines autres associations qui opèrent dans les savanes, en leur dotant de certaines bavettes, plus de 2000 bavettes, des gels hydroalcooliques et d'autres choses. Donc, je crois qu'il faut encourager cette association qui est en train d'abattre un travail colossal sur le terrain. 700 pièces d'identité pour ces enfants, je crois que ça vaut le coup. Il faut le magnifier et félicitations. Nous sommes sensibles à toute information qui vient du Togo profond, surtout quand c'est une information heureuse. Merci d'en parler dans votre journal Tchakala, plutôt Courrier de la République. Liberté aussi qui en fait cas que la JUT a fait établir des pièces d'acte de naissance aux élèves démunis, 700. Didier, c'est bien, mais en même temps, tout en remerciant la JUT et toutes les bonnes volontés qui aident à établir cette pièce essentielle aux enfants, accentuons aussi la sensibilisation à l'endroit des parents. Une pièce un acte de naissance à son enfant, ça ne coûte quand même pas les yeux de la tête. Sensibilisons les parents pour que le parent sache que quand on a un enfant, la première chose, c'est qu'on le déclare à l'état civil et qu'on lui établit cette pièce d'état civil. Oui, quand on est parent, à mon sens, ça renvoie au mot responsabilité. Et donc, c'est à cela qu'il faut appeler les parents de tous bords. Aujourd'hui, il faut que, dès que vous ayez un enfant, vous ayez ce réflexe-là d'aller le déclarer à l'état civil le plus proche. Cela permet d'éviter à l'enfant tous les tracas à l'avenir. Vous imaginez un enfant qui est en classe d'examen et qui doit finaliser son dossier de candidature au plus tard fin décembre, début janvier, et qui n'a pas malheureusement d'acte de naissance. Vous imaginez le stress que les enseignants, des fois, pour mettre la pression aux parents, renvoient l'enfant pendant que les autres sont en cours. Je pense que c'est une torture qu'on inflige aux enfants qui ne méritent pas ça, et donc que tous les parents qui nous écoutent ou même qui ne nous écoutent pas, qu'on leur apporte l'information que quand vous avez un enfant, ça vous met devant votre responsabilité. Vous devez être assez responsable pour aller déclarer l'enfant dans les jours qui suivent. Je pense que c'est 2 semaines au plus tard. Ou même si vous prenez du retard, ça ne coûte pas trop que d'aller lui faire un jugement supplétif. Donc, que les parents soient assez responsables pour éviter aux enfants des tracasseries. J'ai aimé ça parce que beaucoup d'entre nous, les parents, nous oublions tout ou partie de nos responsabilités. Faire un acte de naissance à son enfant, c'est quand même pas la mer à boire. Si on a pu faire la cour à une femme, qu'on a pu planter une grossesse et qu'on a nourri jusqu'à 9 mois, on peut quand même aller payer, je crois, c'est 500 000 francs pour faire établir l'acte de naissance à son enfant. Certaines fois, ça dépend du lieu, même jusqu'à 1500. Pour moi, c'est pas la somme qui tue, mais c'est peut-être l'ignorance. La négligence. Ou la négligence surtout, et des gens sont tellement contents qu'ils oublient d'aller déclarer l'enfant pour qui leur procure cette joie-là. Et je pense que il faut garder en tête que dès que j'ai un enfant, c'est une responsabilité. Le jour qui suit ou les 2 jours qui suivent, il faut que j'aille le déclarer. Merci. Vous connaissez l'article 26 de la Constitution. Cet article consacre la liberté d'expression. Nous en sommes un produit, Canal FM, Courrier de la République, Togo Breaking News. Et le Togo a aujourd'hui une palette de médias, les journaux papier, aussi bien privés que publics, l'audiovisuel, et puis les nouveaux médias, les sites, les blogs, et puis Web Télé. Web Télé, ça a commencé avec Notre-Dame ODD, Éco-Conscience TV, à thématique environnementale. Et bien depuis vendredi, le Togo a une nouvelle web télé, cette fois-ci dédiée à la santé, une nouvelle initiative de M-Afrique et de son président, Dr Kodom, qui ne manque pas d'initiative. Toujours avec les médias, cette information que nous donne Nouvelle Opinion, lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, Métocop, cette association Médias contre la corruption et le blanchiment d'argent, qui outille les journalistes. Les Républicains aussi nous en parlent. Corruption, gabegie financière, Métocop s'associe à l'OTR pour éradiquer le fléau. Juste cette dépêche-là, nous pourrions revenir là-dessus courant la semaine.
Ouvrons maintenant la page Covid-19. Je rappelle que c'est pour cette réponse que nous avons les deux éminents professeurs à nos côtés, professeur Didier Ekwevi, qui préside le conseil scientifique ici au Togo, et son collègue Dr Kofi Koulouvo, qui lui est le point focal aussi au Togo du programme thématique de recherche pharmacopée et médecine traditionnelle africaine du CAMES. Juste une petite revue de presse avec ce que vous écrivez là-dessus. Didier Assogba, la semaine dernière, nous en parlions avec le personnel du CASEF qui avait été systématiquement dépisté. On ne connaît pas les résultats, même si on le connaissait, on n'allait pas en parler comme ça en grand public. Mais votre média Togo Breaking News, vous relevez qu'il y a eu des cas positifs au CASEF. Mais le ministre Sani Yaya prend des mesures, pour apporter une solution adéquate. Oui, vous savez, le CASEF, là, c'est un des services les plus fréquentés du Togo. Rien qu'à voir l'affluence de tous les jours à ce niveau-là, ça laisse quand même beaucoup de risques de contamination, quoique des mesures aient été adoptées par rapport au respect des mesures barrières, hein, le lavage systématique des mains, le port de masques et le respect de la distanciation sociale et bien d'autres mesures. Mais il y a eu des situations qui ont amené à avoir ce doute par rapport à la situation l'état de santé d'un certain nombre d'agents là-bas. Vous savez, les agents vivent pas au CASEF. Quand on travaille au CASEF, on a une autre vie en dehors du CASEF. Il faut aller à la maison, il faut aller se rendre dans les familles, chez les amis aussi. Et donc, très rapidement, le virus peut arriver là-bas. Et donc, c'est pas aussi cataclysmique que ça. Et donc, dès que le ministre a été mis au parfum de l'information, il a commandité, donc, obligé tous les agents à passer. Non, on n'oblige pas. Il a gentiment demandé à tout le personnel d'aller se faire dépister. Bon, on peut le dire comme on veut, mais de toute façon, tous les agents, tout le personnel a été soumis donc au test de dépistage. Et malheureusement, ou peut-être heureusement, ça dépend de comment on perçoit, il y a eu quelques cas et donc qui sont actuellement pris en charge. Et donc les cas contacts et les personnes les cas suspects ont été pris en charge rapidement, et d'autres nouvelles mesures ont été adoptées au niveau de ce service-là pour minimiser à l'avenir le risque de contamination. Je pense que la réaction du ministre, si ça peut se répéter au niveau d'autres départements, tant publics que privés, ça permettrait de limiter des dégâts. On avait donné l'alerte au niveau d'un certain nombre d'usines ici, et la négligence a fait que ça a contaminé plusieurs personnes. Mais le ministre a eu cette promptitude-là de soumettre le personnel au dépistage. Aujourd'hui, on a les résultats. Ça permet de savoir à quoi s'en tenir, comment prendre en charge les cas et comment éviter que d'autres personnes soient contaminées. Tchakala, vous en parlez aussi. Vous évoquez qu'il y a eu certes des cas positifs au CASEF, mais il n'y a pas de panique en la demeure. Oui, pas de péril en la demeure. Vous savez, si ces tests demandés par le ministre de l'économie et des finances, on avait relevé 0 cas, ça aurait un peu choqué les consciences, parce que ça participe de cette vérité des tests qui ont été faits. Parce que retrouver des cas par rapport à toute l'affluence qu'on constate au niveau de ce service, de ce ministère clé, ça ne nous surprend guère. Donc, ces gens-là ont été mis en quarantaine, confinés, sont sous soins intensifs. Mais ça ne s'est pas limité seulement aux agents, au cadre du ministère, hein. Tous ceux qui relèvent d'agents d'entretien, de sécurité, tout ça là a été testé. Ils ont tous été testés et bon, les résultats sont là, ceux-là qui ont été reconnus comme tels. Bon, on les prend en charge, mais il ne sert à rien de tester le personnel sans désinfecter les locaux, les bureaux. Donc, les bureaux, les couloirs, les ascenseurs, tout ça là, ça a été désinfecté. Systématiquement. Systématiquement. Donc, c'est une nouvelle vie qui reprend là-bas. Et si vous vous aventurez
actuellement au CASEF, on a encore corsé les dispositifs. Donc, ne rentre pas au CASEF comme si on venait à rentrer dans un moulin. Maintenant, on a un peu corsé. Donc, vivement que le personnel du CASEF serve d'ambassadeur par rapport à la lutte que le Togo mène si bien et dont les résultats sont aussi bons sur le plan national. Le mal est là, ce que nous rappelle Togo Matin, Covid-19, plus de faiblesse face au relâchement et à l'insouciance. C'est ce que le gouvernement et la coordination font depuis la semaine dernière, quand les préfectures de Tchaoudjo, de Tchamba, de Sotoboua ont été bouclées et font l'objet d'un couvre-feu. D'autres médias ont mis en garde les préfectures voisines, à Soli, de la Kosa et même de Golfe, notamment à Gouagneve ici. Si on continue à se montrer désinvolte et insouciant, on pourrait passer également sous cette mesure-là. Même mesure qui va frapper la région des lacs la semaine dernière. Nous en parlions en pointillé. Nous y revenons quand le journal Togo Matin écrit que ça sort à la mode Covid-19. Anéro et ses environs seront mis en quarantaine du 3 jusqu'au 17 septembre prochain. C'est une mesure que le colonel Djibril a annoncée que pour éviter les mêmes erreurs qui s'étaient passées dans la Kosa et dans le centre du Togo, à l'occasion des fêtes traditionnelles. Chaque préfecture sera bouclée une semaine avant et une semaine après, avec les bars qui seront bouclés. Professeur Ekwevi, président du conseil scientifique, bonjour. Bonjour. Bonjour plutôt. Bonjour Sass. Eh bien, comme je l'ai dit, nous parlons beaucoup de vous et même les informations gouvernementales disent que le gouvernement prend des mesures après avis du conseil scientifique. Maintenant, nous allons vous découvrir de l'intérieur. Dites-nous, qu'est-ce que vous êtes, professeur? Je suis président du conseil scientifique, mais avant tout, je suis médecin épidémiologiste et puis chef du département de santé publique à l'université de Lomé. Eh bien, ce conseil scientifique, quelles sont les spécialités qui composent le conseil? Nous sommes au total 9 dans le conseil scientifique. Dans le conseil scientifique, vous avez 2 spécialistes en bactériovirologie. Vous avez un spécialiste en maladies infectieuses, un spécialiste en cardiologie, un spécialiste en pneumologie, 2 spécialistes de santé publique, et puis 2 pharmaciens qui sont dans le conseil scientifique. Un médecin du privé, et puis un qui représente l'Ordre national de médecins du Togo, un qui représente l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Notre ami Innocent Peto, qui nous rend souvent visite ici. Exactement. Eh bien, quelles sont les attributions qui sont les vôtres au conseil scientifique? Non, le rôle du conseil scientifique est assez simple. Il s'agit d'analyser la situation de la Covid-19 au Togo, de donner des avis de façon périodique au gouvernement afin de l'aider à prendre un certain nombre de décisions. Donc notre rôle, c'est essentiellement un rôle d'aide à la décision en donnant des avis qui sont tout à fait consultatifs et qui ne lient pas forcément le gouvernement. Alors, est-ce que vous avez toute liberté, au vu de la situation, de proposer les mesures les plus courageuses au gouvernement? Oui, tout à fait. Nous avons la liberté, justement, c'est ça qui fait la force du conseil scientifique, c'est que nous proposons toutes les mesures, tout ce qui nous passe vraiment par la tête en fonction des connaissances et de l'évolution de la pandémie. Nous faisons nos propositions en toute indépendance, puisque nos décisions ne lient pas le gouvernement. Et quels sont les éléments sur lesquels vous vous basez pour formuler vos propositions, suggestions au gouvernement? Non, les éléments sont simples. Ça repose essentiellement sur les différentes recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, du Center Disease Control d'Atlanta ou de l'Afrique, et également en fonction des publications qui sont faites récemment sur le sujet. Mais il faudrait l'adapter au contexte togolais pour que ça puisse passer. Voilà. Et au-delà des avis que vous donnez à l'État, au gouvernement, quelles sont les autres contributions que vous, conseil scientifique, vous apportez à la riposte de la pandémie? Il y a 2 façons de voir les choses. La première chose, c'est soit on donne un avis. La deuxième chose, soit il y a un travail qui nous est demandé. Par exemple, la rédaction du protocole. Nous avons rédigé le protocole thérapeutique qui permet de prendre en charge les différents patients qui sont atteints de la Covid-19. Nous avons donné par exemple un avis sur l'ouverture des écoles, c'est-à-dire avec un chronogramme et ce que nous pensons réellement de l'ouverture des écoles. Nous avons également donné un avis par exemple sur l'ouverture de l'aéroport. Il y a un autre travail qu'on fait qui est la noto-décideur, c'est-à-dire que lorsque nous avons fait l'étude sur la circulation du virus au sein des populations à haut risque, nous avons fait une noto-décideur.
Donc, nous pouvons également nous autosaisir quand on n'est pas très satisfait de certaines décisions ou de certaines prises de position. On peut donner un avis et c'est le gouvernement qui décide s'il le prend en compte ou pas. Donc, vous avez contribué à l'établissement du protocole qui est en cours dans le... Tout à fait, ça a été le premier travail du conseil scientifique lorsqu'il a été mis en place. Ouais. Est-ce que vous suivez également ce qui se fait dans les pays voisins, notamment Madagascar, le Cameroun, sur ces projets ou prétentions de médicaments, voire même de vaccins? Oui, nous suivons tout parce que, par exemple, nous avons eu à donner un avis, par exemple, sur la chimioprophylaxie, c'est-à-dire que à un moment donné, le gouvernement du Bénin avait décidé de mettre tous les patients sous hydroxychloroquine, azithromycine, et le gouvernement nous avait demandé de donner un avis sur cette stratégie. Nous avons précisé les avantages et les inconvénients de cette stratégie et proposé des conclusions. Sur l'artémisinine, par exemple, nous donnons également des avis, c'est-à-dire que qu'est-ce que nous en pensons et en fonction de l'évolution chaque fois. Et par exemple, si vous prenez actuellement le cas du protocole thérapeutique, et même si l'hydroxychloroquine et l'azithromycine ont été arrêtés dans plusieurs pays du monde, y compris retirés par l'Organisation mondiale de la santé, nous le continuons par le donner parce que c'est le seul médicament dont nous disposons jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et il y a quelque temps, le professeur Kokoroko avait informé l'opinion que les chercheurs de l'Institut de Lomé travaillaient sur 4 projets de médicaments qui devaient faire l'objet de tests cliniques à partir de ce mois de septembre. À un moment, il a été dit que ces tests ne pourraient pas se faire faute d'argent. Dieu merci, quelques jours après, la bonne nouvelle est arrivée que les tests allaient finalement passer dans les cliniques pour les tests cliniques. Alors, professeur, voulez-vous nous situer sur cette problématique? La problématique a été très simple, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on n'avait pas de médicaments qui étaient recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Jusqu'à ce jour, aucun médicament n'a fait la preuve de son efficacité. Et donc, l'idée était d'abord de trouver une solution endogène à notre problème et de savoir s'il existe, par exemple, des plans traditionnels qui pouvaient permettre d'améliorer le pronostic et réduire le nombre de décès. C'est dans ce sens qu'un certain nombre de chercheurs de l'Université de Lomé, y compris moi, ont participé à la rédaction. Ça, c'est plus le conseil scientifique. C'est le travail du chercheur de l'université. Ont participé à la rédaction d'un protocole. Après, le protocole est fait, on a obtenu l'accord du comité d'éthique et les démarches sont en train d'être prises pour que le travail puisse se faire. Alors là, donc, vous confirmez que ces 4 produits de médicaments vont faire l'objet de tests en clinique incessamment? Théoriquement oui, parce que c'est-à-dire que lorsque vous avez obtenu l'accord du comité d'éthique, c'est que vous avez le feu vert. Maintenant, il y a la préparation d'un essai thérapeutique qui est un long processus, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la formation, la mise en place des bases de données, et tout ceci prend du temps, la commande des réactifs, la commande des médicaments, faire le tirage au sort des patients, c'est un long processus, ça prend du temps. Théoriquement, oui, mais c'est le côté pratique qui nous concerne, qui nous intéresse. Quand est-ce que concrètement vous allez passer aux essais cliniques? Je pense que c'est ce qu'il faut retenir d'une façon générale, c'est que nous avons intérêt à canaliser l'information qui circule sur les médias. Parce qu'il ne s'agit pas d'annoncer une date aujourd'hui qui ne pourrait pas être respectée. Et donc l'idée maintenant, c'est que toutes les informations qui découleront de ce protocole thérapeutique seront faites par le président du COMUL qui donnera les meilleures informations dessus. Peut-être que notre confrère et ami Alirou Tchakala est déjà pécheré par excès d'optimisme. Tchakala, je lis, vous écrivez Université de Lomé et recherche contre la COVID-19, jamais aussi proche du but. C'est l'un de vos articles aujourd'hui. Tchakala? Oui, il faut dire que entre-temps, c'était annoncé, mais pas comme cela l'a été au niveau de Madagascar. Mais les chercheurs togolais ont été un peu sobres. Ils n'ont pas fait trop de bruit là-dessus, mais de façon silencieuse, les choses sont allées vite et bien. Et d'après les informations que nous avions pu glaner, c'est des tradithérapeutes qui ont été associés aux chercheurs. Ça, c'est une première. Entre-temps, ils se faisaient la guerre. Mais si la COVID-19 leur a permis de se retrouver et de trouver des formules justes pour lutter contre la COVID-19, on dira que
cette pandémie aura permis quelque chose d'enclencher une nouvelle dynamique dans le rapprochement entre ces deux entités. Mais il paraît que ces deux formulations qui ont été finalement retenues, d'après ce que nous avions pu retenir, il ne s'agit pas de trouver quelque chose. D'après ce que nous avons dit, c'est ceux-là qui ont des antécédents, qui souffrent le plus du mal, qui sont un peu plus exposés au mal. Donc il s'agit, d'après les recherches, de trouver des médicaments qui vont renforcer leur immunité. C'est d'après, c'est les justes informations que nous avions eues. Et entre-temps, les choses étaient très bien avancées, mais il y a eu des problèmes de fond. Mais depuis la semaine passée, nous avions appris que la cagnotte a été renflouée, que ces chercheurs-là peuvent continuer dans cet élan. Donc nous disons que comme l'argent avait freiné et les recherches, que maintenant la cagnotte a été renflouée, donc nous avons bon espoir que il y aura plus d'arrêt et que si tout va bien, nous pouvons dire que Eureka, nous avons trouvé le bon produit chez nous. Merci professeur. Nous sommes des profanes si nous parlons de médecine, mais quand le journal écrit que à l'université de Lomé, on n'est jamais aussi proche du but. Est-ce que cet optimisme-là est permis ou bien est-ce que nous péchons par excès d'optimisme? Non, vous ne péchez pas par excès. Lorsque déjà des chercheurs se sont mis autour d'une table, qu'ils ont identifié des produits, parce que c'est un long processus. C'est d'abord qu'il y a eu une sélection d'abord des produits, notamment sur une douzaine de produits. Nous en avons sélectionné 3 plus un médicament qu'on connaissait avant. Et que deuxièmement, qu'on a réalisé un protocole thérapeutique qui a été soumis à un comité de bioéthique qui a reçu un accord. Donc c'est déjà de très très bons résultats. Déjà à ce niveau, c'est un bon résultat. Maintenant, quant au début effectif, je laisserai la primeur au président du COMUL de donner la date exacte. Merci. Docteur Kofi Koudouvor, bonjour à vous. Bonjour, Sas. Eh bien, vous êtes dans nos studios, c'est pas un hasard. Nous sommes aujourd'hui, 31 août, c'est la journée africaine de la médecine traditionnelle. Exact. Et à cette occasion, nous apprenons que vous organisez aujourd'hui même dans l'après-midi une conférence virtuelle formative, un webinaire. Nous avons voulu que vous nous en parliez. Alors, voulez-vous d'abord nous situer sur le thème de cette conférence que vous ouvrez cet après-midi? Oui, et le thème de la conférence, c'est socio-anthropologie, communication et droit de propriété intellectuelle dans l'exercice de la médecine traditionnelle. Socio-anthropologie, communication et droit de propriété dans la médecine traditionnelle. Bon, c'est de gros mots pour les savants, mais voulez-vous nous situer le contexte dans lequel vous organisez cette conférence cet après-midi? Oui, le contexte dans lequel cette visioconférence que nous appelons conférence virtuelle formative se place donc dans le contexte où le CAMES voudrait entendre ou voir le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur voudrait voir les programmes thématiques de recherche évoluer donc dans l'espace CAMES en matière de la recherche sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle, sans oublier donc l'actualité de l'heure, la Covid-19. Alors, au niveau de la représentation togolaise de ce programme thématique, nous avons dit qu'il faudra alors partir de la base même de la pharmacopée et la médecine traditionnelle africaine. Le sous-thème, le premier sous-thème, c'est la socio-anthropologie dans l'exercice de la pharmacopée et la médecine traditionnelle africaine dans l'espace CAMES et CEDEAO. C'est-à-dire qu'il faudra que ce soit les praticiens de la médecine traditionnelle, que ce soit les chercheurs, que ce soit les décideurs, que ce soit donc les agents de communication, votre thème aussi viendra. Il faut que chaque partie prenante sache que c'est l'homme qui doit être au centre de l'exercice de la pharmacopée et la médecine traditionnelle pour que l'intégration dans les soins de santé soit effective. Ça, c'est le premier sous-thème de ce thème. Le deuxième sous-thème, c'est la communication et la médecine traditionnelle. Et comme le professeur Kovi le disait tout à l'heure, lorsque vous entreprenez donc une recherche, il faut aucune recherche ne peut être faite et puis laissée donc sous le boisseau. Il faut communiquer autour. Et là, vous qui êtes les agents de communication, vous devez alors intervenir. Et nous, les chercheurs,
et les praticiens et toutes les entités, nous savons que dans tout domaine de recherche, fut-il dans le domaine de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle, il faut communiquer autour. Communiquer, mais avec des mots appropriés. Bien sûr, lorsqu'on veut communiquer, il faut alors utiliser donc les thématiques appropriées suivant alors le domaine dans lequel on évolue. Lorsque nous prenons par exemple les phytomédicaments, pour prouver donc ou valoriser un phytomédicament, il faut partir d'abord par les trois tandems. Il y a l'efficacité, il y a l'innocuité et la qualité. Alors donc déjà, c'est des thèmes techniques, mais qui ont toute leur valeur d'être dans la valorisation de la médecine traditionnelle. Et le dernier, le troisième donc sous-thème, c'est les droits de propriété intellectuelle dans la pratique de la pharmacopée et la médecine traditionnelle. Ça aussi, c'est un aspect fondamental parce qu'aujourd'hui, nos produits font l'objet donc de, si je le dis, de détournage vers l'Occident. Et la collaboration entre praticiens de la médecine traditionnelle et chercheurs, il y a beaucoup de problèmes où le praticien qui va vers le chercheur pour valoriser un produit a peur que non seulement le produit donc sera détourné, ou alors lorsqu'on arrive alors à un résultat, quelle est alors sa part. Nous avons donc identifié 3 experts de la pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest dans chacun de ces domaines-là pour former, comme c'est une conférence formative, pour former sur ces 3 aspects de sorte qu'il y ait de la confiance et on œuvre, nous qui sommes des chercheurs, nous œuvrons alors à protéger le savoir traditionnel de l'inventeur qui a inventé un produit traditionnel. Merci. Ce thème décliné en 3 sous-thèmes au cours de cette visioconférence cet après-midi. Dites-nous, docteur Kourouvo, quels sont les participants à cette conférence et quelles sont les conditions pour y participer? Les participants de cette conférence sont des participants qui sont donc les praticiens de la médecine traditionnelle parce que c'est leur fait. Et il y a les chercheurs, il y a les étudiants, les doctorants et les étudiants en master. Et il y a aussi les communicateurs, les agents de communication de par l'espace CEDEAO, l'espace CAMES. Donc les pays du CAMES, donc des gens ont souscrit pour pouvoir participer donc à cette formation. Donc il y a 4 entités qui sont potentiellement donc attendues comme bénéficiaires donc de cette formation. Et les conditions pratiques? Est-ce que Didier Assogba ou bien Tchakala peut comme ça se présenter je ne sais pas comment. Les conditions, d'abord, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire en remplissant donc une fiche sur laquelle vous déclinez donc ce que vous faites et la motivation. Après s'être inscrit, nous vous renvoyons donc le lien pour participer et il faut donc être à même de pouvoir faire un résumé de ce que vous attendez, que vous avez pu avoir de cette formation. C'est pourquoi nous l'appelons visioconférence, mais c'est une visioconférence exceptionnelle que nous appelons conférence virtuelle formative. Ce ne sera pas une visioconférence où tout le monde participe, mais tu dois donc acquérir une formation de manière à ce qu'on va t'évaluer pour voir par rapport aux connaissances que tu avais avant, qu'est-ce que tu as pu acquérir de plus après avoir participé à ces 2 heures de temps de conférence virtuelle formative. Merci. Notre invité, Dr Kofi Kourouvo, qui est, je le disais, le point focal ici au Togo du programme thématique de recherche pharmacopée et médecine traditionnelle africaine du CAMES, qui est venu nous annoncer cette visioconférence qui va se tenir incessamment ici à Lomé. Professeur Ekovi, notre ami Tchakala disait tantôt que il n'y a pas longtemps, ce n'était pas le grand amour entre la médecine conventionnelle et le monde des tradis thérapeutes. Alors, vous confirmez ça? Si oui, est-ce que vous arrivez à vous tisser les ponts les uns vers les autres? On a totalement intérêt, c'est-à-dire que nous voilà devant une crise où il n'y a pas de solution, même dans les pays occidentaux, et que nos tradithérapeutes disent qu'il y a une solution en se basant sur leur propre expérience, et donc du coup, nous avons tous intérêt à collaborer, et c'est dans cette collaboration que nous sommes. Merci, nous sommes heureux de vous voir collaborer ensemble, sauf que, Dr Kourouvo, nous avons l'impression que certains dans votre milieu usurpent un peu trop certains titres, des gens qui se présentent docteurs, alors qu'ils n'ont pas fait les études de médecine.
ils parlent à peine français ou anglais. Alors, vous-même, à commencer par vous-même, est-ce que vous êtes docteur par usurpation ou bien docteur vraiment assermenté? Bon, je vais préciser mon titre. Je suis enseignant à l'Université de Lomé, maître de conférence. Je suis spécialité CAMES, ethnobotaniste et ethnopharmacologue. Nous voudrions que ceux qui donc ont cette formation servent de trait d'union entre les médecins conventionnels et les médecins traditionnels. Et c'est ça donc notre rôle. Donc je ne suis pas praticien de la médecine, bien que je sais que telle plante utilisée comme ceci, comme sinon. Mais notre métier, c'est d'aider les praticiens de la médecine traditionnelle à mieux exercer leur métier pour avoir les moins de risques. Alors pour prendre le titre de docteur, en réalité, si nous nous référons même au thème de l'année dernière de cette journée, c'est l'intégration de la formation en médecine traditionnelle dans les cursus des établissements de centres de santé en Afrique de l'Ouest. L'année dernière, par exemple. Alors, il faudra que nous arrivions à démystifier la médecine traditionnelle. On sait que c'est transmis oralement. Et il faudra qu'à partir donc des thèmes de l'année dernière, par exemple, que dans les cursus de la formation des médecins et des pharmaciens, qu'on intègre des curricula. Et l'Organisation ouest-africaine de la santé, dont nous constituons humblement un expert, a élaboré un cursus pour pouvoir enseigner aux praticiens et aux praticiens conventionnels de la santé la médecine traditionnelle pour que dans leur exercice, et lorsque la médecine conventionnelle a ses limites, nous disons que c'est à ce moment-là que la médecine traditionnelle a son mot à dire, bien que au quotidien, si nous prenons 8 Africains au sud du Sahara, 10 plutôt, c'est à peine que 2, tous les moyens pour aller donc vers les médecins conventionnels ou dans les pharmacies, les 80% au moins font recours à la médecine traditionnelle, et cette médecine alternative, comme certains l'appellent, mérite alors d'être valorisée. Professeur Kovi, je pense que ce que nous entendons là, ça vous ouvre à vous de grands domaines de recherche. Non, nous avons déjà commencé à travailler un peu avec la médecine traditionnelle, même avec le professeur Koudovor, nous avons un projet sur lequel nous travaillerons après la Covid-19, puisqu'on s'est déjà vu et entretenu sur le sujet. La question d'introduire la médecine traditionnelle dans le curricula de formation, c'est une vraie réalité et il faut que ça se fasse. Après, est-ce que nous avons suffisamment de spécialistes qui peuvent donner les cours et donner de bons cours pour qu'il n'y ait pas de dérive en la matière? Donc c'est pour cela que c'est un peu encadré, mais comme c'est recommandé par l'Organisation ouest-africaine de la santé, le CAMES, cela va se faire, il faut juste un peu de temps. Merci. Revenons donc à vous dans vos attributions du conseil scientifique. Un auditeur nous dit que ces derniers jours, quand il suit les chiffres de contamination, c'est pas aussi inquiétant qu'ailleurs. Alors, n'êtes pas vous un peu trop alarmiste quand vous recommandez au gouvernement, quand vous avez recommandé au gouvernement le bouclage de ces 3 préfectures, Tchaoudjo, Tchamba et Soutouboua, alors que, comme l'auditeur le disait, les chiffres qui émanent de ces régions ne sont pas si alarmistes que ça. Il faut pas regarder que les chiffres. C'est vrai qu'en regardant que les chiffres en nombre absolu, on a l'impression que rien ne se passe. Je vous donne juste un exemple. Sokodé, la région de Centrale, a en moyenne 15 à 18 cas par semaine. Et subitement, la semaine dernière, nous avons eu 57 cas. Ça veut dire qu'il y a une augmentation, il y a une multiplication par 3 du nombre de cas observés. Et donc, c'était secondaire à la fête de la Tabaski, 2 semaines après la fête de la Tabaski. Donc, la décision était de contrôler la ville, puisque ça fait partie des applications. C'est-à-dire que toutes les options, c'est pas parce qu'on a enlevé le couvre-feu que ce ne sont plus des options. Toutes les options sont sur la table. Nous sommes toujours sous état d'urgence sanitaire. Exactement, et que toutes les options sont sur la table. Et donc, l'idée, très vite, était de boucler ces villes pour qu'il n'y ait pas une diffusion, pour qu'il n'y ait pas de propagation de l'épidémie. C'était une décision. Maintenant, qu'est-ce qu'on a observé? On a bouclé, et cette semaine, nous avons eu 25 cas. Donc, on est passé de 18 par semaine à 57. On a bouclé, on est à 27. Peut-être qu'on va observer encore une semaine et puis on va réouvrir. Donc, vaut mieux être prudent. Vaut mieux être prudent parce que les foyers, dès que les foyers commencent, vous avez après des contacts
Et après, les contacts, ça se multiplie et certains contacts, on les perd. Donc c'est pour cela que ces mesures sont prises. Autre auditeur qui demande dans combien de jours allez-vous recommander la levée du bouclage? Non, voilà, il y a des indicateurs, nous suivons des indicateurs, comme je l'ai dit, la décision a été prise parce que nous avons eu un nombre de cas qui a été multiplié par 3. Et comme je l'ai dit, cette semaine, après le bouclage, nous sommes à 25. Il faut encore observer pendant une semaine pour voir si tous les contacts sont négatifs et à partir de là, on peut proposer. Il faut bien savoir que le conseil scientifique ne donne que des avis, mais les décisions sont prises par le gouvernement. Merci. Précision utile. Dans 10 minutes, nous allons ouvrir les micros aux auditeurs qui pourraient revenir à s'adresser à vous, professeur Okovi, ou bien au docteur Kourouvo. Nous vous prions de vous tenir à notre disposition le temps quand même que nous abordions autre sujet que les médias traitent aujourd'hui. En politique, c'est toujours 2 questions qui se posent. Les Togolais qui attendent toujours le nouveau gouvernement, le premier gouvernement du 4e mandat, et de l'autre côté, c'est l'opposition ou les oppositions, avec ce que Togo Matin écrit aujourd'hui à la page 3. Politique togolaise, à quand la fin du combat virtuel de Tikwi Achadam? Vous vous rappelez que la semaine dernière, le président du PNP avait adressé un long message de plus de 50 minutes par les réseaux sociaux. Et à cela, Tchakala et Alirou, votre journal aussi Courrier, vous adressez une interpellation aussi bien à Goyome Kodjo que à Tikwi Achadam avec ce titre: Messieurs les exilés, quoi de neuf? Alors justement, qu'est-ce que vous observez ou bien qu'est-ce que vous attendez de neuf de la part de vos chers exilés? Alirou. Oui, mais justement, le combat politique maintenant est mené sur les réseaux sociaux par des audios que, si sympathique à Djadam, c'est Agbeomé. Donc on est dans cet infernal cycle des audios. Et toutes les fois que ces leaders veulent s'adresser à leurs militants ou bien au peuple, c'est toujours les mêmes refrains, c'est toujours les mêmes thématiques. L'armée, l'alternance, les Nyasimbe sont au pouvoir il y a tel nombre d'années. C'est déjà ce que nous savons. C'est toujours ce qui meuble leur sortie médiatique. Ils ne proposent rien de pragmatique. Les mêmes rengaines, les mêmes choses que nous avions su d'eux depuis que ils sortent, depuis qu'ils sont engagés dans la lutte. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'ils proposent de concret? Donc, quand vous écoutez ces longs audios, quand vous écoutez ces sorties-là intempestives de ces leaders, on se rend compte que c'est des redites, c'est des choses que nous savons déjà. Parler de l'armée, oui, on sait que l'armée a un chef qui est le président de la République. Quand on dit que l'Afrique, notre pays indépendant il y a 60 ans et qu'une seule famille, c'est toujours... Maintenant, au-delà de ces constats que même l'enfant de la maternelle peut faire sur ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils proposent de mieux. Donc, je crois qu'il faut grandir. Il ne sert à rien de jouer au mystificateur politique par des audios qu'on donne tout le temps. Certains attendent religieusement que ces audios, que tel leader va parler. Mais quand vous vous donnez la peine d'écouter, de leur suivre, vous vous dites que, mais est-ce que vous n'avez pas encore déjà écouté ces mêmes genres de déclinaisons de la part de ces audios? Donc, nous voulons des sorties, mais que ce soit des trucs plus pragmatiques et que on ressorte grandi par rapport à de nouvelles orientations qu'ils voudraient donner. Donc, si ça doit être tout ça là, sortir, faire le show, jouer au bling bling, ils ne nous apprennent rien de neuf. On risque d'assister à ce gel de la situation pour rien. Enfin, on peut faire un constat, Didier Assogba. Il y a quelque temps, lorsque Tikwi Achadam envoyait un message audio sur les réseaux de quelques minutes, le lendemain, toute la presse en était remplie. On en faisait le commentaire dans tous les sens. Ça a commencé ainsi avec Agboyome, mais on constate actuellement que ces messages et audios passent de plus en plus dans une forme d'indifférence de l'opinion publique. Oui, de la lassitude. Vous savez, c'est en ce mot qu'il faut résumer actuellement le combat politique ou même la situation socio-politique au Togo. De la lassitude, vous voyez tous les Togolais... Naturellement, on sait tout ce que les deux disent, on connaît, on sait. Que les Nyasimbe aient fait 54 ou 55 ans au pouvoir,
C'est une réalité, c'est un fait et tout le monde sait. Et que l'armée ne soit pas en mesure, en capacité d'opérer un coup d'État, ça également, c'est un fait, on connaît. Que le Togo soit dirigé indirectement ou directement par d'autres puissances, ça également on sait. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Non, donc du coup, quand vous écoutez, vous passez aux oubliettes. Donc les Togolais attendent toujours, s'il en est encore besoin, un autre élément déclencheur. Je ne pense pas que les combats virtuels depuis les maquis ou depuis le champ de maïs. Non, évidemment, quelqu'un a dit que c'est mal connaître l'autre que de croire. C'est une figure de style, comme dirait l'autre. Voilà, que de croire qu'il soit dans un champ de maïs, animal politique qu'il soit, ou que quelqu'un soit en exil quelque part, qu'il soit dans de meilleures conditions de vie et qui demande aux Togolais d'aller s'exposer à tout ce qu'on connaît déjà, on aura déploré des vies humaines qui vont encore périr. Est-ce que c'est ce que nous voulons aujourd'hui pour le Togo? Je ne pense pas. Non, mais tout ce que tous les Togolais pourraient souhaiter et pourraient envisager aujourd'hui, c'est de voir toutes les entités et toutes les personnalités, on va dire toutes les valeurs du Togo se mettre ensemble pour travailler à ce que nos pères ont prophétisé pour ce pays, qu'ils voyaient comme l'or de l'humanité. Est-ce que nous avons chacun les moyens pour nous converger vers cet idéal commun? Je pense que si on veut, on peut y arriver. Donc dès que les Togolais vont vouloir, les Togolais de tous les bords, et ceux qui sont au pouvoir, et tous ceux qu'ils soient en exil, qu'ils soient au maquis, qu'ils soient sur le territoire, dès qu'ils vont trouver la meilleure formule possible, on pourra travailler pour que le Togo devienne l'or de l'humanité. Merci. Lassitude à l'endroit de l'opposition, mais également une certaine lassitude aussi dans l'attente du premier gouvernement du 4e mandat. Oui, naturellement. Si je dis lassitude, c'est pas que l'opposition, c'est pas que Agbéomé ou Tikpi, c'est également le président de la République, le gouvernement dans son ensemble, où vous avez plusieurs fois déploré dans ce studio que depuis un certain temps, on ne voit plus de personnalités de premier plan dans la sensibilisation contre le coronavirus. On ne voit plus presque de ministres, on ne sait plus s'ils sont au pays ou pas. Bon, voilà, ils nous envoient des docteurs, bien entendu, d'accord, mais vous avez plusieurs fois dit le message, le contenu vaut également son importance par rapport à celui qui le véhicule. Et donc, du coup, dès il n'y a pas de nouveau gouvernement et que c'est les mêmes personnes qu'on connaît qui sont là et qui ne peuvent pas prendre des initiatives parce que n'étant pas confirmés dans leur rôle, à leur poste, et donc chacun prend des pincettes, et donc la lassitude est généralisée et ça peut se constater même dans la ville un peu partout. Merci. Laissons le gouvernement, mais descendant dans les préfectures, avec deux vedettes, bien malgré elles, la désormais ex-préfet ou préfète de Tchamba, puisque à son sujet Liberté écrit, bouclage de la préfecture de Tchamba, accusée d'être l'instigatrice de la propagation de la Covid-19 à Tchamba, la préfète Dame Aïssatou Titikpina, qui a été virée, remplacée depuis la semaine dernière. Après Tchamba, est-ce que Assoli pourrait également voir un mouvement? En tout cas, c'est ce que vous écrivez, Tchakala. Après Tchamba, ça sent l'heure aussi dans l'Assoli avec le préfet Ouro Gurungu que vous proclamez pratiquement comme un Mussolini. Oui, c'est le petit Mussolini de cette préfecture. Vous savez, on est représentant du pouvoir central pour poser de bons actes, pour avoir un minimum d'égard pour ses administrés. Mais Ouro Gurungu, le préfet, c'est le maître absolu, c'est le gourou du lieu. Il manque d'égard à presque tout le monde. Et les chefs traditionnels, les maires, les élus locaux et tout ça là, ça passe à sa casserole. C'est ces sautes d'humeur qui font office de loi. Il faut vous casser en quatre avant d'être devant lui. Donc, je crois qu'il est en train de faire fermenter les ressentiments. Et si rien n'est fait, je crois que
le cas d'Assoli risque quand même d'être pire que celui de Tchamba, parce que c'est un monsieur aussi qui supporte difficilement la décentralisation. Il prend les maires, les conseils municipaux comme si c'était ses laquais, ses valets, et il suffit que seulement qu'il claque les doigts pour que ceux-ci viennent s'accroupir devant lui. Donc c'est un monsieur en déphasage avec son temps, c'est un monsieur qui veut jouer au gourou, au tout-puissant, mais franchement, quand on est à la tête, si le président Faure se comportait comme ça à la tête du pays, je crois que nous tous, nous serions obligés de partir en exil. Donc, franchement, il va falloir qu'on le recadre. S'il le fait par excès, s'il le fait parce que c'est pour compenser quelque chose, je crois qu'il le fait trop à l'excès. On ne peut pas être préfet et se constituer en épouvantail, à faire peur à ses administrés. Donc, on va gouverner. Merci. Sur quoi? Le préfet et surtout son chef, le ministre Payadoua Boukwesi, appréciera. Non, là-dessus, je voudrais dire, pas pour parler du préfet de la Soli, certainement, mais je parle généralement de tous les préfets. Certains préfets, ils ne comprennent pas qu'il y ait une nouvelle donne depuis l'issue depuis les élections locales. Il y a des préfets qui pensent que les maires sont leurs garçons ou leurs filles de course. Et donc, voilà les situations comme ça. Pour gérer le comité et les comités locaux de lutte contre le coronavirus, c'est tout un problème. Le ministre de l'administration territoriale les a plusieurs fois rappelés à l'ordre, les a sensibilisés. Mais peine perdue, il va falloir qu'on sévisse. Merci, on va devoir s'arrêter là. Comme nous avons parlé d'acte civil, d'acte de naissance, un auditeur nous envoie le message que l'établissement de l'acte de naissance est gratuit et que les parents ont jusqu'à 45 jours pour cela. Si cela est vrai, donc c'est bien, mais encore une fois, quand on est parent responsable, on se doit quand même d'aller faire établir l'acte de naissance à son enfant. Nous allons souffler un peu, puis nous rebondissons avec vos questions, commentaires sur le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5. Eh bien, nous sommes connectés à vous. Merci de centrer vos interventions sur les sujets débattus aujourd'hui. Bonjour l'ami en ligne. Bonjour ça. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est monsieur Kokou. Kokou? Oui, de Djagblé. De Djagblé? Oui. Ok, nous vous écoutons. J'ai l'impression comme si la sensibilisation, c'est seulement pour à Lomé, à l'autre pays du Togo, là. Comment on l'appelle-t-on? Mais à Tchédi, ici, ça ne tient pas. Hein. Moi, j'étais là le samedi passé, c'est bien. Bon, en fait, nous, les médias, nous faisons notre travail de sensibilisation. Dieu merci, Canal FM a écouté à Tchévier. Mais si les gens nous écoutent, mais ne font pas, je ne sais pas ce que nous on peut encore faire. À moins que le professeur Rekwevi, vous avez une recommandation à nous faire? Non, c'est-à-dire que le travail maintenant doit être porté au niveau de la communauté et que chacun doit pouvoir jouer son rôle de sensibilisation. On a l'impression que la sensibilisation doit venir seulement du corps médical. C'est ce que vous faites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les journalistes relaient suffisamment les informations, les élus locaux doivent relayer les informations, les chefs traditionnels doivent relayer les informations. Une guerre contre une épidémie se gagne au niveau de la communauté. Donc, comme il est informé, il faut qu'il commence aussi par jouer le rôle de sensibilisation dans son quartier. Merci. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Pelé. Pelé, oui. Je salue le plateau. Je voudrais dire d'abord qu'il n'y a aucun combat entre les opposants. Il y a un combat entre un régime de 60 ans et son peuple qui est affamé. Okay. Bon, maintenant, pour la Covid, là, quand j'écoute le docteur pour son intervention, c'est pour dire que c'est le conseil scientifique qui gère totalement un peu le pays en complicité avec le gouvernement. Bon, est-ce que... Oui, ok, allez-y. Oui, bon, est-ce que pour le conseil de scientifique, je pense qu'il est là pour voir de très loin et aider le gouvernement à prendre des décisions. Bon, nous sommes à moins de 2 mois pour la rentrée scolaire 2020-2021. Est-ce que cette rentrée
peut être effective correctement comme ça se faisait avant, ou bien il y aura des modifications. Parce merci Pelé. On a compris l'essentiel. Professeur Ekovi, c'est vous qui gérez le Togo maintenant en complicité avec le gouvernement? Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a un rôle qui est complètement consultatif et pourvu de façon opérationnelle. Donc nous, on travaille en toute indépendance au vu de l'intérêt général du pays. Et il faut signaler que les membres du conseil scientifique travaillent bénévolement. Ils ne sont pas payés pour le travail qu'ils font. C'est pour cela que nous pouvons dire au gouvernement réellement ce que nous pensons. Merci. Alors, il a continué avec la rentrée prochaine. Bon, la rentrée prochaine, ça va être effectivement, il faut que nous puissions refaire une analyse. Parce que la première analyse que nous avons faite sur l'ouverture des écoles, c'est que nous avons discuté avec le gouvernement en disant qu'il faut privilégier les classes d'examen. C'est ce qui a été fait. Maintenant, il y a une nouvelle rentrée où toutes les classes seront présentes. Donc, il faut s'asseoir encore de nouveau pour discuter. Il y a des prérequis, c'est-à-dire que la question de l'accès à l'eau reste une question fondamentale, puisque la première mesure de protection, c'est le lavage des mains. Lorsque vous n'avez pas accès à l'eau, ce sont des choses qui se discutent. Est-ce qu'on peut mettre, par exemple, des dispositifs de lavage des mains dans toutes les écoles? On n'a pas pu le faire à la première reprise parce que c'était en urgence. Donc tout ceci se prépare. Ce n'est pas la solution actuellement, mais nous allons nous concerter avec les autres membres du conseil scientifique, analyser, voir les forces, les faiblesses, les opportunités et ce que nous avons comme moyen pour pouvoir ouvrir l'école. Merci. Le troisième auditeur en ligne, bonjour. Allô, ça, bonjour. Oui. Je salue l'invité. Oui, c'est monsieur? Oui, Yoshua, depuis Zanguera. Yoshua, depuis Zanguera. Oui, je remercie l'invité, monsieur le président, d'être là-bas ce matin. Oui. J'ai beaucoup de questions, mais bon, je pose une question ce matin. Ok. Et ce sont eux, comme il a dit, qui ont refusé qu'on ouvre nos églises et ils ont opté pour la réouverture partielle. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, en erreur, mais que le reste des services se fera dans les couvents. Est-ce qu'ils sont en train de nous dire que les lieux de culte traditionnels comme les vaudous sont déjà ouverts dans les Laksa, alors que ceux qui refusent dans nos églises, les gens vont tomber en transe, les libations, tout cela, tous ces choses vont, et plutôt les bains, j'allais dire, tous ces choses vont se poursuivre dans les lieux de culte, traditionnels. Donc c'est ça ma question ce matin. Merci professeur, vous avez compris l'essentiel? Non, j'ai pas très bien entendu, mais si vous pouvez, c'est-à-dire que c'est l'ouverture des lieux de culte. Oui, bon, il vous accusait de n'avoir pas œuvré à ouvrir les lieux de culte dans leur ensemble, et c'est également en prévision du bouclage des lacs pour la période des Kusoso. Non, il y a d'abord, pour le bouclage, disons clairement les choses. Il y a eu des fêtes traditionnelles, et des fêtes traditionnelles ont été interdites par le gouvernement. Il y a eu des fêtes clandestines. Au décours des fêtes clandestines, nous avons eu une augmentation du nombre de cas. Le gouvernement, avec l'accord bien entendu du conseil scientifique, a dit nous allons boucler les villes une semaine avant et une semaine après. C'est ce qui va se faire à Anéron. Parce que toutes les fêtes traditionnelles, ça sera pour toutes les fêtes traditionnelles jusqu'à ce qu'on ait une maîtrise de l'épidémie. Parce qu'on sait très bien que lorsque on parle de Kpesoso, il y a des fêtes, les familles reçoivent à la maison. Donc c'est pour éviter cela, pour que nous ne puissions pas avoir de nouveaux foyers. La gestion d'un foyer est extrêmement difficile. En ce qui concerne les lieux de culte, c'est vrai qu'on entend ça depuis un certain temps en disant que c'est le conseil scientifique qui a refusé qu'on ouvre les églises. Non, dans notre décision, nous avons été assez clairs. Nous avons dit qu'il fallait discuter avec les hommes d'église, les responsables d'église, pour que les responsables d'église eux-mêmes puissent proposer des solutions qui soient adaptées. Et ils ont fait des propositions. Et comme je l'ai dit, nos décisions ne lient pas le gouvernement. Le gouvernement est libre de prendre la décision qui paraît la plus juste. Donc voilà, c'est pas le conseil scientifique qui prend des décisions. Nous avons un rôle qui est un avis qui est consultatif, mais les décisions sont prises par le gouvernement. Merci. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur Zokenin. Zokenin. Ouais. Oui, allez-y. C'est par rapport à la sortie de Maître Achadam. Oui. Et disons, concomitamment avec oui. Bon, lorsque les gens font des analyses un peu scientifiques, je trouve ça un peu bizarre. Puis, avec les journalistes, c'est aussi d'être futuriste, voir ce que ça peut donner dans le futur. Parce que ces gens-là qui se sont réfugiés dans ce lieu, c'est tout à fait normal. Parce que politiquement, il faut savoir à qui point on a affaire.
Lénine avait fui la Russie avant de venir conquérir la Russie. Ça n'est pas à lui de sortir de l'ami, nous vous recevons très mal. Oui, alors Oui, oui. Je dis Lénine avait fui la Russie avant de venir conquérir le pays. Non, excusez, on doit couper parce qu'on ne suit pas très bien. Ce que je peux dire, c'est que souffrez quand même que chacun fasse son commentaire sur un sujet d'actualité. Vous pouvez ne pas partager ce que dit l'un, mais c'est comme l'autre aussi ne partagerait pas ce que vous dites. Donc, il y a les audios de Tikpi Achada et de Agboyome. Vous avez votre analyse. Souffrez que les autres aussi aient leur analyse. Alors, le suivant, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Oui, l'appareil. Oui. C'est au docteur. Oui, au docteur. C'est lequel? Le professeur Recovi ou bien le docteur Kourouvo? Je ne maîtrise pas. Ok, allez-y toujours. Le docteur saura se reconnaître. D'accord. Mes deux premières questions vont au gérant de Covid. Vous proposez des solutions au gouvernement et qui doit les exécuter ou non. Et dites-nous, depuis le départ de cette situation, est-ce que vous avez convié le gouvernement à supporter ou bien à accompagner un fonds précis? Ça, c'est la première question. Pardon? Accompagner quoi? La presse togolaise, dans la sensibilisation avec un fonds précis. Voilà. Deuxième question, vous avez dit pour les médicaments qu'on aura trouvés, il y a un processus pour la suite. Moi, je veux savoir, selon la procédure, après les essais cliniques, voilà, la suite de la procédure pour qu'on ait un produit pour avoir une immunité valable. Merci. Merci. Il y a d'autres aussi qui attendent. On va vous répondre, puis nous recevons le suivant. Professeur Recovi? Oui, tout à fait. Nous gérons complètement l'aspect sanitaire. L'aspect budgétaire, nous le gérons pas, justement. C'est pour cela que lorsque nous proposons une décision, si la décision il n'y a pas de budget pour soutenir cette décision ne sera jamais appliquée. Donc, nous ne gérons pas du tout l'aspect. Nous allons par exemple dire qu'il faut sensibiliser plus, révisiter les différentes stratégies de sensibilisation, mais nous ne faisons pas un budget qu'il faut transmettre au gouvernement. C'est pas notre rôle. En ce qui concerne les essais cliniques, le processus est un processus qui est très long. Il y a 4 médicaments qui se comparent par rapport à un médicament de référence. Rien ne nous dit que nous aurons un résultat positif, que le résultat, comme dans toute recherche, ça peut être un résultat positif comme dans un résultat négatif. Donc, attendons d'avoir les premiers résultats pour savoir quelle sera la suite. Merci. L'auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur Sachs. Oui. Et le docteur, professeur, bonjour. Bonjour. Sakara, bonjour. Bonjour, papa. Vous venez de parler des Togolais, des préfets, des jeux. Monsieur Sachs, pourquoi le Togolais ne peut pas être humain? Quand tu es au devant de quelque chose, c'est pour rendre service à ceux qui sont en dessous de toi. Hein? Vous voyez tout ce que vous venez de dire. Les gens critiquent le président de la République et les préfets. Pourquoi ils ne peuvent pas être humains? Les ministres, pourquoi ils ne peuvent pas être humains? Savoir que si je fais ceci, mon peuple va m'applaudir. Et pour que quand je vais partir, il ne faut pas que les gens rient, il faut que les gens regrettent. Monsieur Sass, l'assistance, il faut que nos dirigeants, au lieu de sensibiliser les autres tous les jours, il faut qu'ils soient sensibilisés. Avant même mes étudiants qui étaient des préfets ne se comportaient pas comme ça. Merci, papa. Tout ça, là, soyons humains pour que ceux qui sont en dessous de toi te disent, oh, grâce à mon patron, là, j'ai pu obtenir ceci. Merci beaucoup. Merci. Je présume que le président, les ministres, les députés, les préfets vous ont écouté. Le suivant, bonjour. Oui, bonjour, c'est Pélé qui revient. Oui, bon retour. Bon, je voudrais toujours demander à notre docteur que aujourd'hui là, est-ce que si le président de la République demande au Premier ministre de démissionner dans le 3e mandat et qu'il continue et qu'il forme un autre gouvernement dans le 4e mandat, est-ce que ça va gêner la Covid ou bien la situation? Merci. C'est une question au docteur.
Ok, professeur Ekovi. Notre rôle, c'est d'aider à la prise de décision sur la Covid, pas sur la formation d'un gouvernement. Uniquement sur le côté sanitaire. Uniquement sur le côté Merci. sanitaire. Le suivant en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Bien. Une question. Pardon, on vous reçoit mal. Ma première intervention, question, c'est pour... Non, je suis désolé, mais nous n'arrivons pas à bien vous recevoir. Alors, vous êtes toujours là? Non. Ok, un autre. Le suivant, bonjour. Le suivant, bonjour. Bonjour. La question que moi je voudrais poser, est-ce que le produit, les 3 produits ou bien les 2 produits retenus, c'est-à-dire les produits locaux qui seront retenus là, est-ce que ça ne serait pas coûteux puisque les produits importés qu'on est en train d'utiliser? Merci. Merci, professeur Ekovi. Est-ce que les futurs médicaments made in Togo ne risquent pas d'être plus chers que ce que nous achetons de l'extérieur? Non, il faut voir les résultats sur plusieurs aspects. D'abord sur l'efficacité, sur la tolérance et également sur le coût. En ce qui concerne l'efficacité, c'est ce que nous allons étudier. Sur la tolérance, tout le monde sait qu'avec l'hydroxychloroquine, il y a des effets secondaires qu'on a rapportés, notamment des troubles du rythme cardiaque. Et c'est pour cela que nous avons une préférence pour un produit africain. Forcément que si le résultat devenait positif, qu'il y aura des mesures d'accompagnement pour pouvoir le rendre accessible à la population. Merci. En ajout, docteur Koudouvo. Bon, moi j'ajouterais que actuellement les cas de Covid positifs ont été pris en charge systématiquement par l'État. S'il arrivait que la Covid continue et que des phytomédicaments soient trouvés, l'État ne va pas subventionner ou va rendre gratuit le traitement par les médicaments conventionnels, et que lorsque un médicament traditionnel soit trouvé, il va demander alors que le malade puisse supporter le coût. De la même manière que les médicaments conventionnels utilisés actuellement sont pris en charge par l'État, moi j'estime aussi que lorsque nous trouverons des phytomédicaments efficaces contre la COVID-19, l'État prendra le coût de l'utilisation de ces médicaments en charge. Merci, on verra en temps opportun. Professeur, le Covid, des questions sont arrivées sur les vaccins qui sont ou qui auraient été trouvés aux États-Unis, en Russie ou ailleurs. Votre avis là-dessus? Sur le vaccin, c'est vrai qu'il existe un espoir de trouver un vaccin. Hein. Il se pourrait qu'on n'en trouve jamais aussi. C'est-à-dire que dans les essais de phase 3 qui se passent actuellement en Russie, il y a très probablement des critiques qui disent que le délai entre la phase 1 et la phase 3, c'est un délai relativement court pour qu'on puisse être complètement satisfait. Donc on a un peu peur des questions de tolérance. Mais la question essentielle, c'est de dire qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas de vaccin efficace. Et qu'il n'est pas très sûr que nous aurons un vaccin efficace très rapidement. En temps normal, pour trouver un vaccin, c'est un délai de 10 ans. Donc là, nous sommes vraiment dans une course contre la montre. Cela veut dire que très probablement, nous allons brûler des étapes. Et lorsqu'on brûle des étapes, il faut s'attendre à des effets probablement secondaires parce qu'il y a des étapes qui ont été brûlées. Donc pour le moment, patience. C'est-à-dire que c'est une course acharnée contre des chercheurs pour trouver un vaccin, que ce soit en Russie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine. Et que lorsque les vaccins seront encore disponibles, il faut déjà que nous puissions en acheter. Parce que certains nombres de pays se sont alliés pour déjà commander un vaccin qui n'est pas encore trouvé. Hein. Et ils ont déjà réservé des millions de doses pour leur population. Donc gouverner, c'est prévoir. Et nous n'avons pas encore les moyens pour être à ce niveau. Mais on espère que lorsque un vaccin sera trouvé, l'Organisation mondiale de la santé, les différents partenaires, pousseront pour que ce vaccin soit accessible à tous. Merci professeur. Je me rappelle, c'est comme des gens qui quittent le main, qui vont acheter un champ avant même que le paysan ait semé son maïs ou bien planté ses tubercules. Merci, on va faire un rapide tour de table. Professeur Ekovi, docteur Koudouvo, vous avez une tradition, à la fin de l'émission, vous décernez un carton. Carton vert pour féliciter quelqu'un, une personne physique, personne morale. Carton jaune pour mettre en garde, ou bien carton rouge pour sévir carrément. Eh bien, vous y préparez le temps que je fasse le tour de mes confrères. Alirou et Didier, encore aujourd'hui, toutes les questions sont allées à nos invités. Oui, la plupart des questions sont allées
aux invités et c'est l'une des rares fois qu'on parle que les auditeurs s'intéressent autant à la question de Covid, bien qu'on ait invoqué des sujets politiques aussi, mais c'est tout heureux que de constater, c'est là ça traduit naturellement la lassitude dont je parlais. Et donc voilà, que sensibilisation, que ça soit continu, que chacun continue d'être porteur du message contre la Covid dans son entourage et dans sa communauté. Je pense que ça irait mieux. Et aujourd'hui, que les autorités également continuent à prendre leurs responsabilités et prendre ces responsabilités-là pour sortir le Togolais justement d'une partie de la lassitude, c'est que l'interprétation que nous adressons généralement au chef de l'État soit prise en compte et pour qu'on avance sur le sujet. Je pense que ça faciliterait la question au conseil scientifique aussi de savoir que l'interlocuteur en face est l'interlocuteur valable et périn. Et je pense que ça va permettre la lutte efficace. Sur la question politique, un auditeur nous avait interpellé dessus. Il faut véritablement qu'on précise nos idées. On n'avait jamais accusé Atchadam, on n'a pas non plus accusé Agboyome. Nous avons dit que les deux ont apporté à la solution au problème togolais, ont des solutions apportées au Togo. Mais nous avons dit que tout ce qu'ils disent, c'est déjà vu ou déjà entendu. Mais il va falloir véritablement que chacun trouve la meilleure. Vous allez devoir abréger. Vous avez déjà pris même le temps des autres. Évidemment, je n'ai pas de carton. Merci de passer. Tchakala, Didier a déjà brouté votre temps, donc allez directement au carton, s'il vous plaît. Non, en fait, nous sommes plus de 7 millions de Togolais et sur des questions précises, chaque Togolais peut avoir son avis sur la question. Quand nous venons ici, c'est pas pour faire plaisir à certains. Nous disons ce que nous avons sur le cœur. Nous donnons nos opinions sur des sujets. Mais nous ne venons pas ici pour faire plaisir à X ou Y. Donc, que les gens souffrent, que toutes les fois que nous sommes sur ce plateau, c'est des avis qui viennent de nous-mêmes. Nous assumons nos propos, nous assumons nos convictions. Nous ne ménageons personne. Personne. Le chef de l'État, Anaï Sapa, les préfets et autres. Dans cette même émission, on a critiqué le chef de l'État, que les gens souffrent, que ce soit ainsi. Votre carton. Donc, mon carton, il est rouge. Pour certains, après l'émission, il y a certains qui envoient des insanités pour nous accuser sur certaines positions qu'on aurait prises sur tel ou tel sujet. Donc que ces gens-là faisons l'effort d'aller à la tolérance et de comprendre que la démocratie, même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, j'ai le devoir, un citoyen, de vous laisser parler, quitte à la fin, on voit qui a raison, qui a tort. Docteur Kofi Kourouvo, je sais que vous allez partir pour votre visioconférence incessamment. Eh bien, votre mot de fin de cette émission? Non, mais mon mot de fin, c'est de souhaiter donc une bonne fête aux praticiens de la médecine traditionnelle de par toute l'Afrique et de présenter donc mon carton vert aux praticiens de la médecine traditionnelle du Togo qui, dans la sous-région, lorsque nous visitons les pays, nous estimons que les efforts fournis par eux sont énormes et que nous demandons au gouvernement de les accompagner pour qu'il y ait une intégration effective de la pharmacopée médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires. Sauf, Dr Kourouvo, que votre carton est récusé parce que le carton s'adresse sur un sujet pas déjà débattu aujourd'hui. J'espère que le professeur Okovi va faire mieux. Professeur Okovi? Non, j'ai un carton vert pour les journalistes, pour le gros travail de sensibilisation que vous faites depuis le 5 mars, malgré vos faibles moyens. Merci pour tout le soutien que vous nous apportez. C'est un carton qui nous va tout droit au cœur. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine est bien lancée. Nous nous retrouvons demain à 11h si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. Mais d'ici là, célébrons la vie à chaque instant.